Monsieur Étienne Michel, bonjour. Vous êtes le directeur du secrétariat général de l'enseignement catholique. Je vous remercie vivement d'avoir accepté mon invitation dans un emploi du temps très chargé, hein, on peut l'imaginer. On va aborder ensemble 4 questions liées au pouvoir, à son exercice. Mais avant cela, puis-je vous demander de nous retracer votre parcours professionnel et puis de nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre rôle au sein du CEGEC. Oui, donc je suis le directeur général du CEGEC, le secrétariat général de l'enseignement catholique. Mon parcours professionnel est le suivant. J'ai travaillé comme économiste à la Confédération des syndicats chrétiens. Ensuite, j'ai dirigé le service d'études d'un parti politique. Et depuis 2004, j'assume la fonction que j'assume aujourd'hui, donc la responsabilité du CEGEC. Alors qu'est-ce qu'on fait au CEGEC? On fait 3 grandes choses. On assure la représentation des écoles auprès des autorités publiques, de l'administration, etc. On organise à l'intention des écoles toute une série de services. Et enfin, on essaye d'organiser une sorte de réflexion, de débat permanent sur le sens de l'école catholique et sur le projet de l'école catholique dans la société contemporaine. On va venir à la première question de notre fil rouge, c'est pourquoi vouloir le pouvoir? Je dirais que le pouvoir n'est jamais une fin en soi. Le pouvoir doit toujours être référé à une finalité. Et en l'espèce, l'exercice d'une part de pouvoir est nécessaire pour l'exercice des missions que je viens de vous indiquer. Donc il n'y a pas de possibilité de remplir les missions dont on vient de parler, notamment la représentation auprès des autorités publiques, ou l'organisation d'un certain nombre de services à l'égard des écoles. Il n'y a pas possibilité d'organiser ces missions de manière correcte sans exercer, c'est vrai, une forme de pouvoir. Je dirais, donc c'est un pouvoir référé à une finalité, et au fond ici, fondamentalement, la finalité, c'est de rendre un service aux écoles catholiques. Donc c'est une conception du pouvoir fondée sur le service. Essentiellement, c'est un pouvoir d'influence plutôt qu'un pouvoir coercitif. Oui, bien sûr, un pouvoir d'influence si on se rapporte aux autorités publiques, et puis, je dirais, une responsabilité organisationnelle effective d'organiser des services qui fonctionnent le plus correctement possible. Comment alors obtient-on le pouvoir? Spontanément, j'ai envie de penser à Max Weber, hein, qui distinguait au fond 3 grandes sources, peut-être pas tellement du pouvoir, mais de l'autorité. Il disait au fond l'autorité peut se fonder soit sur une autorité de type traditionnel, l'autorité peut se fonder aussi sur une forme de charisme, et enfin l'autorité peut s'adosser à une forme de compétence. Je pense qu'on peut dire que pour ce qui concerne le secrétariat général de l'enseignement catholique, il y a une sorte d'évolution observable au fil du temps des sources de l'autorité des dirigeants du CEGEC. Mon prédécesseur était un ecclésiastique, et donc il était, si vous voulez, davantage adossé à une forme d'autorité traditionnelle, hein, si on peut se référer à une certaine compréhension de ce qu'a dit Max Weber. Ça ne veut évidemment pas dire que mon prédécesseur n'était ni charismatique ni compétent, hein, bien sûr que non, mais il avait, si vous voulez, cette référence à la tradition chrétienne, la tradition catholique, qui était plus évidente de par son état de prêtre. Alors, dire cela, c'est dire que les sources de l'autorité évoluent. Dans un milieu extrêmement critique comme celui de l'enseignement. Quand je dis critique, je le dis de manière positive, ce sont des gens avertis à qui il ne faut pas raconter d'histoire, enfin. Une autorité fondée sur le seul charisme serait une autorité, à mon avis, extrêmement fragile, très vite contestable et partant contestée. Et donc je pense qu'en tout cas, il y a un incontournable aujourd'hui, c'est d'asseoir une certaine autorité sur une forme de compétence par rapport à la mission qu'on exerce. C'est vrai que vous parliez des gens charismatiques. Si on n'en est que là-dedans, on risque vite d'être plutôt populiste.
On voit ça quand même à certains endroits aujourd'hui. Est-ce que gouverner, quelque part, c'est un peu séduire? Oui, c'est en tout cas pas ma spécialité. Ceux qui me connaissent le savent bien. Je pense que pour gagner des élections, c'est nécessaire de séduire. Je dirais pour exercer une mission comme la mienne, c'est en tout cas moins indispensable. Oui. Alors, comment exercer ce pouvoir? Vous en avez une bonne part. Est-ce qu'on peut vraiment, dans votre fonction de directeur général du CEGEC, infléchir les politiques en matière d'enseignement? Comment s'y prend-on pour obtenir gain de cause, finalement? Oui. Bon. Je dirais que dans l'enseignement, comme dans d'autres domaines, personne n'a tous les pouvoirs. Je dirais ni les ministres, ni les syndicats, ni les employeurs que nous sommes, les pouvoirs organisateurs, ni les associations de parents, etc. Bon, tout le monde exerce, si vous voulez, une part du pouvoir, une part de capacité à influencer le cours des choses, même si, in fine, c'est évidemment, et c'est bien normal, le politique qui a en général le dernier mot pour les questions qui le regardent. Mmh. Nous sommes dans un système démocratique et donc c'est bien qu'il en aille ainsi. Il suffit quand même de regarder un peu l'histoire de l'enseignement pour voir aussi que ce que le politique peut faire n'est pas sans limite. Alors, est-ce que le secrétariat général de l'enseignement catholique a la possibilité d'influencer le cours des choses? Je dirais certainement. À la veille de chaque exercice électoral, nous rendons public un mémorandum et nous construisons de manière particulière un rapport avec les différents partis politiques pour essayer d'avoir une influence sur l'écriture de la déclaration politique générale qui suit. Si on fait un petit peu un exercice rétrospectif, on va se rendre compte que les recommandations du CEGEC ne sont jamais suivies à 100%, mais elles sont toujours suivies jusqu'à un certain point. Donc il y a des grandes questions dont nous sommes porteurs, je vais peut-être en citer deux. C'est au fond la promotion de la liberté d'association et de la liberté d'enseignement au service du service public de l'éducation. Ce sont des intuitions dont nous sommes particulièrement porteurs, notamment pour permettre aux écoles de développer des projets pédagogiques qui ont une couleur, qui ont une spécificité. Je pense que dans la société, on reconnaît en général que l'enseignement libre est une réalité, qu'il ne se passe pas exactement la même chose dans les écoles libres ou dans les écoles catholiques que dans les autres. Et nous essayons d'exercer notre rôle pour que ce modèle puisse se reproduire, mais aussi s'adapter aux exigences contemporaines. Je peux donner un exemple beaucoup plus concret qui est la préoccupation en regard du choc démographique. Le CEGEC a été extrêmement actif pour essayer d'activer la prise de conscience dans ce domaine et aussi faire des propositions qui ont jusqu'à un certain point été finalement suivies. Et donc l'enseignement libre est aujourd'hui mis en situation de pouvoir contribuer de manière extrêmement significative à la réponse à apporter à ce défi. Vous dites que le monde politique a le dernier mot pour les matières qui le concernent. Est-ce qu'on n'a pas l'impression parfois aussi que le jeu des coalitions politiques en Belgique, dans un petit microcosme quand même, empêche parfois d'avoir de vrais projets politiques? Oui, c'est-à-dire que le jeu des coalitions fait partie de ce que j'appellerais les stabilisateurs automatiques du système belge. On a rarement des changements de politique à 180 degrés d'une législature à l'autre. On peut regarder ça de manière un peu négative en disant que jamais aucune coalition ne peut mener un projet extrêmement marqué, c'est vrai, et en même temps c'est aussi le garant d'une certaine continuité des politiques menées. Peut-être que dans l'enseignement, la continuité est plus importante que l'addition des ruptures d'une législature à l'autre. Un peu ce que disait Maurice Druon, finalement, le fractionnement du pouvoir, c'est la plus sûre manière d'en empêcher l'abus. Certainement, oui, certainement. Il faut, quand je parle de stabilisateur automatique, quand je dis que personne n'a tous les pouvoirs,
je ne dis pas autre chose. Ouais. Oui. Une dernière question, pourquoi obéir? Au fond, l'exercice du pouvoir doit toujours se réaliser avec discernement. Hein, c'est très très important ça. Bien apprécier les risques, bien mesurer le champ des possibles, etc. Alors pourquoi obéir? L'étymologie de obéir, c'est oidire, c'est-à-dire écouter au-delà. Et donc moi je pense que l'obéissance d'aujourd'hui, si vous voulez, c'est jamais une obéissance aveugle et c'est très bien. Mais je pense que nos contemporains sont en capacité d'écouter le projet d'une institution, sont en capacité de comprendre, si on fait l'effort de leur expliquer un peu quel est le sens de l'action de l'institution, et ils sont aussi donc capables, jusqu'à un certain point, d'accepter de rentrer dans la logique de l'institution. On peut appeler ça de l'obéissance. Moi, j'appellerais ça plutôt une sorte, surtout dans notre milieu, une sorte d'adhésion volontaire, mais à condition que les choses soient suffisamment crédibles et étayées. Monsieur Michel, je vous remercie vraiment d'avoir bien voulu répondre à mes questions et de contribuer ainsi à une meilleure compréhension du pouvoir et de son exercice.